En 1923, une république est proclamée, en plein milieu de l'Anatolie. Un changement titanesque pour les Turcs, qui pendant plus d'un demi-millénaire ont été dirigés par la dynastie ottomane, au sein d'un empire ayant marqué sa présence sur simultanément 3 continents, au plus beau de ses jours. Le mode de gouvernance fait ainsi l'objet d'un renouveau complet. La famille impériale est entièrement exclue des sphères du pouvoir. C'est le début d'une toute nouvelle ère, la concrétisation de très difficiles combats pour la liberté du peuple turc. Une lutte s'est en faite au prix de milliers de morts. Toutefois, il faut savoir que le régime républicain n'a jamais été l'objectif de la guerre d'indépendance. La réalité, c'est que si ce système politique a été retenu, c'est avant tout pour des raisons extérieures, des circonstances s'étant imposées aux députés, ayant grandement influencé leurs appréciations dans le vote final leur étant soumis. C'est justement cela que l'on va essayer de comprendre, comment la Turquie est-elle devenue républicaine. « 1914. Alors que l'Empire est dirigé par le comité Union et Progrès, la Première Guerre mondiale éclate. Les Ottomans rejoignent la Triple Alliance, aux côtés de l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie. Cependant, au terme de 4 ans de combat, l'Empire fait partie des vaincus. Le 30 octobre 1918, le pouvoir est forcé de signer l'armistice de Mudros. Les terres turques sont occupées par les Alliés, les Ottomans obligés d'accepter la défaite, les dirigeants contraints de quitter le pays. Les élites de la capitale expriment leur souhait que soit mis en place un mandat étranger. Dans le même temps, avec le soutien du paradishah Vahdettin, un gouvernement de collaboration est instauré à Constantinople. Le traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920, confirme le parcellement de l'Anatolie et de la Roumélie entre Français, Grecs, Arméniens, Italiens et Britanniques. Toutefois, les Turcs sont insupportés de la situation. 3 jours après le début de l'occupation grecque d'Izmir, Mustafa Kemal rejoint Samsun. Officiellement envoyé par le sultan calife pour désarmer les groupes paramilitaires de la zone, celui-ci cache d'autres intentions. Les pachas se trouvant dans la région ont un plan différent. La situation prend une toute autre direction. C'est le début de la guerre d'indépendance turque. Jusque-là, de nombreuses organisations s'étaient déjà formées dans ce même but, énormément d'individus refusant l'abandon du pays aux Alliés. Cependant, chacune de ces associations de défense agissait en autonomie, de façon inorganisée, à échelle locale, sans grande efficacité. C'était problématique. Pour remédier à cela, le 22 juin, Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele et Ali Fouad Cebesoy font publier la circulaire d'Amasya. Les pachas invitent tous ceux qui veulent se battre pour la libération de l'Anatolie et de la Roumélie à les rejoindre dans des congrès en territoire inoccupé à Erzurum et à Sivas. L'annonce a un immense écho dans tout le pays. Les figures importantes du nationalisme turc se réunissent. Ensemble, ils prennent des décisions cruciales pour le reste de l'histoire. Au terme de longues discussions, les objectifs de la lutte sont précisés. Établir l'indépendance nationale turque, protéger le sultanat, ainsi que le califat. Les Alliés, apprenant la nouvelle, soupçonnent les nationalistes de vouloir créer une république d'Anatolie. Celle-ci est considérée comme une potentielle menace à leur occupation. Ils veulent donc que le mouvement kémaliste soit arrêté avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Et cela ne plaît pas du tout non plus au gouvernement de collaboration, considérant qu'Ankara constitue une importante menace pour sa légitimité, une autorité concurrente qu'il faut éliminer. Le cabinet prend subséquemment une série de décisions pour tenter de mettre un terme à la guerre d'indépendance. Il est exigé que soient dissoutes toutes les organisations nationalistes, déclarer que leur est interdit l'usage du télégramme, prononcer leur condamnation à mort, affirmer par une fatwa, publiée le 11 avril 1920, ils sont tous des apostats, que leur meurtre est un devoir incombant à tous les musulmans, que les croyants doivent plutôt rejoindre l'armée califale, pour mettre un terme à cette révolte. Bref, Constantinople a fait son choix. Il faut accepter l'occupation, comme le fait le sultan calife, considérant que c'est le seul moyen d'éviter plus de dommages pour l'Empire. Néanmoins, c'est un échec. Les grands vizirs se succèdent, mais tous faillissent à atteindre leurs objectifs. Les nationalistes gagnent en soutien populaire, et même dans les institutions politiques de la capitale, les collaborateurs perdent de l'influence. Le 12 janvier 1920, la chambre basse de l'Empire est convoquée pour une dernière session. 16 jours plus tard, les députés nationalistes, sur demande de Mustafa Kemal, y réussissent à faire adopter le pacte national, un texte rédigé durant les congrès de 1919, définissant le territoire inaliénable qui doit revenir aux Turcs. Il est dit que l'Anatolie et la Roumélie, habitées en majorité par des musulmans, forment un tout qu'on ne peut diviser sous aucun prétexte. Les dispositions sont claires, il faut défendre la Turquie. Cependant, les Alliés sont très mécontents de ces évolutions. À partir de mars 1920, l'occupation de Constantinople est conséquemment intensifiée. La chambre basse est définitivement dissoute. L'immunité juridictionnelle des députés est supprimée. Par centaines, ils sont contraints à l'exil par les Britanniques. La capitale impériale chute complètement.
Mais Mustafa Kemal voit cela comme une occasion, considérant que si le parlement de Constantinople ne peut plus opérer, il faut créer une nouvelle chambre pour s'y substituer, que les décisions soient uniquement prises par celle-ci, qu'elles soient gérées par les nationalistes depuis Ankara, sans aucune interférence étrangère, que le centre de gouvernance soit en plein milieu de l'Asie mineure. Et son projet, il se concrétise le vendredi 23 avril 1920, avec l'ouverture de la Grande Assemblée nationale turque. Désormais, il est revendiqué que le véritable représentant des Turcs, c'est le nouveau parlement, que ni le califat ni le sultanat ne sont supérieurs aux députés, que les élus de la capitale sont naturellement invités à rejoindre la nouvelle chambre. Ankara assoit ainsi sa suprématie. Et cette assemblée, elle joue à partir de ce moment-là un rôle incontournable pour le reste de l'histoire. Quelque temps après sa prise de fonction, elle se trouve être à l'origine d'un événement d'importance majeure, un point de rupture. En effet, une nouvelle constitution est sur le point d'entrer en vigueur, le 20 janvier 1921. Après des mois de travaux législatifs intenses, la loi fondamentale d'organisation est enfin acceptée des députés, et elle a un impact immense sur les institutions en place. Pour la première fois, il est question dans ces dispositions d'un État turc, pas un État ottoman, mais bien un État turc, marquant le début juridique d'un nouveau régime. La souveraineté n'est plus énoncée comme étant aux mains de la dynastie, désormais, elle est absolument au peuple, à la nation, aux Turcs eux-mêmes, et cela, grâce à leurs représentants, leurs députés, grâce au nouveau parlement. À partir de maintenant, il est décidé que les individus vivant sur les territoires inclus par le pacte national seront désignés comme des personnes affiliées au gouvernement de la Grande Assemblée nationale turque, non plus comme des citoyens ottomans. Cependant, ce texte constitutionnel crée de nombreux débats lors de sa construction. Après tout, jusque-là, la Grande Assemblée nationale turque se considère toujours comme la continuité du Parlement ottoman. Le chef d'État reste le Padishah. Il y a des références à celui-ci dans certaines lois adoptées. Son anniversaire est célébré chaque année. Beaucoup de députés se voient ainsi comme des élus de l'Empire, sont convaincus que cette assemblée n'est que transitoire. Autrement dit, la situation est alors assez confuse. Mais quoi qu'il en soit, le droit comme la politique sont là des domaines qui peuvent toujours attendre. Le flou peut perdurer. En revanche, en matière militaire, il y a une immense urgence. Car c'est bien beau de revendiquer des frontières, mais ce n'est que sur le papier. Maintenant, il faut les atteindre réellement, avant qu'il ne soit trop tard. Surtout qu'aux conférences de Londres, les Alliés ont systématiquement refusé de se plier aux aspirations territoriales des Turcs. Ankara est donc obligé de continuer à se battre, pour réaliser matériellement la promesse nationale. Or, sur le terrain, la situation est alors très compliquée. Tantôt les armées régulières turques sortent victorieuses, comme sur le front de l'Est, reconquis dès le 17 novembre 1920. Tantôt elles sont tenues en échec, comme à Eskişehir, perdu le 19 juillet 1921. Mais globalement, la situation évolue négativement. Les Grecs s'approchent de plus en plus d'Ankara, font tout pour concrétiser leur grande idée. Les députés turcs redoutent ainsi une offensive sur l'Assemblée. La menace est alors très sérieuse, le danger imminent. Il est même question de déplacer la chambre vers Kayseri, pour éviter le pire. Toutefois, ça serait inacceptable selon Mustafa Kemal, considérant que fuir au lieu de se battre, ça serait un terrible aveu de faiblesse, que la menace ne peut durer plus longtemps, que c'est soit l'indépendance, soit la mort. Il faut donc en finir en prenant le mal à la racine. Pour cela, il se fait nommer chef des armées, puis commandant en chef, concentrant alors entre ses mains l'intégralité des puissances législatrices, exécutrices et juridictionnelles. Ainsi, la guerre d'indépendance s'intensifie plus que jamais. Les batailles d'Inonu sont gagnées début de l'année 1921. Sakarya est reconquise le 13 septembre. Et avec le début de la bataille de Dumlupınar, le 26 août 1922, c'est le lancement de la grande offensive turque. Il est cherché à libérer tout l'ouest de l'Anatolie. L'objectif posé par Mustafa Kemal, atteindre la Méditerranée. Et c'est une réussite totale. Izmir est reprise quelques semaines plus tard, le 9 septembre 1922. Pour finaliser la victoire, le 11 octobre, est signé l'armistice de Mudanya. Cependant, au moment de la signature du traité de paix, il y a un problème, ou plutôt un contentieux. À la conférence de Lausanne, le gouvernement de la Grande Assemblée nationale turque est convié, certes, mais le chef d'État étant toujours considéré comme le souverain ottoman, son gouvernement l'est également. Ainsi, à la fois Ankara et Constantinople sont invités en Suisse. Mustafa Kemal, apprenant cela, explose de colère. Il rappelle à tous que ce sont les nationalistes qui sont battus tout ce temps, que par extension, ce sont donc eux qui doivent négocier les dispositions finales, que ce n'est pas à ceux ayant trahi les Turcs de décider du fruit de leur combat, que si ce conflit continue, il abolira le sultanat. Mais c'est un sujet délicat. C'est qu'en plus, et surtout, à la Chambre, beaucoup restent loyaux envers le Padishah. Bien sûr, il y a un conflit avec, mais le lien avec Vahdettin n'est pas totalement rompu, il est continu. Sa fonction devrait donc être conservée, que défendre la majorité des pachas, voulant simplement que le souverain soit constitutionnellement contrôlé.
Toutefois, Mustafa Kemal est décidé. Il déclare que dans l'exercice du pouvoir, la grande assemblée nationale turque ne fait appel au sultan à aucun stade, que dans les congrès, il est question de rendre la souveraineté à la nation, pas au sultan. Que Constantinople étant occupé, le paradis-shah est de toute façon neutralisé, complètement incapable de protéger les intérêts de son peuple. Que de ce fait, un terme doit être mis au sultanat, que la légitimité du gouvernement de Constantinople soit entièrement annihilée, que les puissances étrangères cessent de traiter le régime de collaboration comme le représentant des Turcs, que dans les conférences de paix, ce soit le pouvoir d'Ankara qui négocie les traités. Et son objectif, Mustafa Kemal l'atteint le 1er novembre 1922. Par une loi proposée par Reza Anouch, le sultanat est officiellement aboli. À la dynastie n'est laissé que le califat. Avec ce texte, l'Empire ottoman, ayant débuté en 1299, après 623 ans d'existence, 36 souverains arrivés sur le trône, un pouvoir s'étant étendu sur 3 continents, disparaît formellement. C'est définitivement terminé. Il est décidé que ce jour devienne une fête nationale. La fête Bellay, pour informer le principal intéressé de la situation, prend la route vers le palais d'Yıldız. Apprenant la nouvelle, Vahdettin est dévasté. Il conteste, considérant que c'est une humiliation, disant au messager qu'il peut être sûr que même le plus impuissant membre de la dynastie ottomane n'acceptera jamais un califat sans sultanat, que cette loi est une honte absolue. Toutefois, craignant pour sa vie, l'ex-sultan prend finalement la décision de quitter Constantinople, quelques semaines plus tard, abandonnant de facto ses prétentions sur le trône. Ainsi, le matin du vendredi 17 novembre, à l'heure du lever du soleil, il monte dans un navire britannique pour s'exiler vers Malte. Au moment de son départ, il déclare aux membres de la flotte qu'il n'abandonne ni le sultanat ni le califat, que son exil est temporaire, qu'il devra forcément revenir, que l'histoire ne pouvait s'achever comme ça. Et pourtant, ça sera bien le cas. Et voilà, désormais, le régime de la Grande Assemblée nationale turque est la seule entité légitime pour négocier dans les conférences internationales. Après des mois de discussion, le 24 juillet 1923, le pouvoir ratifie sans équivoque le traité de Lausanne, marquant la victoire officielle des Turcs de la guerre d'indépendance. Les objectifs territoriaux du pacte national sont partiellement atteints. C'est la naissance de la Turquie. Le pays est maintenant formellement libre et indépendant. Toutefois, il y a toujours un problème qui persiste. Il faut toujours décider de la nature du régime à mettre en place, une bonne fois pour toutes. Le flou ne peut perdurer indéfiniment. Il faut qu'un système soit clairement mis en place dans une réelle constitution. Et celle-ci aboutit le 29 octobre 1923, avec l'acceptation d'une révision de la constitution de 1921 par les députés. Sous l'impulsion d'Atatürk, la Turquie devient officiellement une république, et cela à l'unanimité des présents, avec 158 voix pour, aucune contre. Abdurrahman Çelebi, doyen du Parlement, déclare à la Chambre que, dans les faits, le régime en place est déjà une république depuis 1920, que c'est le seul système faisant don de la souveraineté à la nation, que la Chambre, en acceptant cette révision constitutionnelle, n'est simplement qu'en train de nommer un enfant déjà né. Cependant, en réalité, rien ne prédestinait alors véritablement la Turquie à devenir une république. Les partisans du régime républicain sont à l'époque très peu nombreux, pour ne pas dire quasi inexistants. Mais Atatürk se trouve avoir fait de l'idéal républicain son rêve depuis très jeune, voulant à tout prix sa réalisation. Il a donc dû user de stratagèmes pour atteindre ses objectifs et mettre en place matériellement sa république, n'hésitant pas pour cela à aller jusqu'à trahir ses frères de combat, éliminer des députés, bloquer de son plein gré le fonctionnement du pays, manipuler l'opinion publique. Le plan secret derrière la proclamation de la République turque, c'est ce que l'on voit au prochain épisode.